Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement ravi, content qu'on commence notre cours cette année. Et donc voilà, donc le cours que je vais faire, ça concerne la technologie XML et Web Services. Donc ça fait partie des fondamentaux de cette formation. Vous allez beaucoup, en fait, à vrai dire, les bases de données, l'échange de données entre les systèmes d'information, entre les systèmes d'information distribués. Donc ça fait partie on va dire, des fondamentaux de cette formation. Donc aujourd'hui, je vais essayer donc d'introduire les concepts de base et peut-être rapidement, on va se retrouver déjà en train de manipuler des fichiers XML, de manipuler c'est-à-dire la notion déjà de web service, c'est des choses qui sont fondamentales. Mais dans ce cours, je vais surtout, j'essaierai de ne pas aller trop vite parce que vous allez le constater, je vais m'arrêter à chaque fois sur, on va dire, les choses vraiment fondamentales, les bases, histoire pour ceux qui ne connaissent pas ces concepts-là, au moins qu'ils aient une idée c'est-à-dire le concept, en attendant qu'il y a d'autres cours qui vont se faire et dans lesquels nous aurons l'occasion de détailler ces concepts. Voilà, alors je suis en train de démarrer. C'est le dimanche matin, donc voilà. Je suis extrêmement heureux, donc il y a beaucoup d'étudiants ici en présentiel, il y en a d'autres à distance. Voilà, alors en tout cas j'espère qu'aujourd'hui, parce que je sais que la première séance, la deuxième séance, souvent il y a beaucoup de gens qui veulent venir. J'espère qu'à partir à partir de la troisième, la quatrième, donc on n'a pas toujours le même nombre, donc ce qui fait, bon, je m'attends peut-être aujourd'hui à ce qu'il y ait un petit souci au niveau des places, peut-être parce que comme ça on aura la prochaine fois l'occasion de choisir, on va dire le bon amphi, parce qu'en fait on a encore des amphis qui sont plus grands, si jamais il le faut. Alors, est-ce que vous êtes bien démarré? Parfait. Alors, je vois beaucoup de sourires. Il fait très beau. On va essayer de profiter de ce matin-là à travers, bien sûr, ce cours. Ça va? Il y a une place, monsieur? C'est pas la bonne classe? Merci. Des chauffeurs XML et tout, peut-être. Allez. Il y a une place ici devant. Et donc, pour parler de la technologie XML, j'aimerais bien, d'abord revenir, on va dire, un petit peu en arrière pour parler de l'origine de XML. Donc, il faut juste savoir qu'avant le web, avant l'Internet, il y avait un langage qui était utilisé, qui s'appelait à l'époque SGML, Standard Generalized Markup Language. C'était un langage à l'époque qui était utilisé, c'est pour automatiser, c'est pour échanger les données entre les entreprises. Parce qu'à l'époque, dans le domaine de l'industrie, donc par secteur, les entreprises parfois, en fait souvent, c'est pas parfois, ont besoin d'échanger des données. Et à l'époque, il n'y avait pas Excel, il n'y avait pas en fait des outils que vous voyez maintenant, il n'y avait pas la technologie XML, il n'y avait pas ces formats que vous connaissez maintenant. Mais à l'époque, l'industrie utilisait un langage qui s'appelait SGML. Ça fait très longtemps. Alors, Standard Generalized Markup Language. La particularité de ce format d'échange de données entre les entreprises, sa particularité, c'est que on séparait les données et la mise en forme et la structure des données. Alors maintenant, vous allez apprendre qu'il y a trois composantes principales dans les données, c'est-à-dire dans la gestion des données. Il y a la structure des données, il y a les données
il y a la mise en forme. Donc, ce qui fait que, à l'époque, par exemple, les données se trouvent dans un fichier séparé. La structure des données, c'est-à-dire, si vous voulez, la structure des données, c'est-à-dire ces données-là qu'on va gérer, ils sont de quel type, comment ils sont structurés, donc quel type de données, c'est-à-dire la déclaration de la structure des données, généralement on la trouve dans un fichier séparé. Et puis la mise en forme. La mise en forme, c'est-à-dire ces données-là, comment on veut les afficher. Est-ce qu'on veut les afficher sous forme d'un tableau, en gras, avec quelle couleur, etc. C'est-à-dire la mise en forme. Donc vous avez trois composantes principales qui généralement que vous allez beaucoup utiliser, c'est-à-dire les données, la structure des données et la mise en forme. Il se trouvait qu'à l'époque, SGML, c'est-à-dire se basait sur ce principe-là, c'est-à-dire la séparation entre les données, la structure des données et la mise en forme. Mais avec l'avènement du web, on avait besoin de créer un langage que vous connaissez maintenant qui s'appelle HTML. Et en fait, HTML va s'inspirer de SGML. Il va s'inspirer de SGML d'abord du fait que SGML utilisait la notion de markup language. La notion de markup language, c'est-à-dire je clique sur des liens pour naviguer d'une page vers une autre. Donc c'était l'origine. Mais en même temps, on ne va pas faire comme SGML parce que SGML c'était complexe. C'est comment la structure elle est un peu complexe, on va faire quelque chose de plus simple. Ben, il dit que donc qu'est-ce qu'on a fait avec HTML? On ne va pas séparer les données et la mise en forme, mais on va mélanger. C'est-à-dire dans un document HTML, un document, si vous regardez une page web, qu'est-ce qu'il contient? Ben, vous allez trouver, il contient des données, mais en même temps, c'est mélangé avec la mise en forme. Parce que dans une page HTML, vous trouverez des tables, vous trouverez des couleurs, vous trouverez des choses. Donc, ce qui fait que les données sont mélangées avec la mise en forme. Et en plus, une page HTML n'a pas de en fait, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de déclarer une structure particulière. Mais c'était la particularité de HTML, c'est le mélange entre les données et la mise en forme. Bon, le web s'est développé, vous le connaissez. Quasiment tout le web donc, utilise HTML pour véhiculer les données. Mais après, par la suite, on a aperçu que HTML ne peut pas être utilisé pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information. Donc les pages HTML sont faites pour les êtres humains, c'est-à-dire pour regarder, pour visualiser des données. Mais par contre, un robot ou bien une application ou bien une machine, il aura du mal à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans une page HTML. C'est-à-dire que HTML ne peut pas être utilisé pour échanger les données entre un système d'information avec un autre. Parce que quand on échange entre les systèmes d'information, on va échanger les données et généralement la mise en forme, il vient polluer. Si vous voulez, si vous regardez une page HTML, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver un tableau de données. Mais ce tableau-là, il est pollué par beaucoup de balises de mise en forme. Ben, il dit que donc, si je vous donne par exemple une page HTML, vous ne pouvez pas, si je vous demande par exemple de faire des statistiques et de faire peut-être des calculs, vous voulez filtrer des données, vous voulez chercher des informations précises dans un tableau, ben vous ne pouvez pas le faire. Donc pour le faire, qu'est-ce que vous faites généralement? Vous prenez le document HTML, vous le copiez dans un fichier Excel, n'est-ce pas? Et une fois que vous êtes dans Excel, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à manipuler les données, faire des calculs, faire des sommes, faire des opérations. Donc, ce qui fait que HTML, on peut pas c'est difficile d'exploiter les données qui se trouvent dans un document HTML parce que forcément, parfois, ils ne sont pas structurés. Donc, ce qui fait que HTML est devenu populaire, mais en même temps, on ne pouvait pas l'utiliser comme, c'est-à-dire la source de données, c'est-à-dire le format pour échanger les données entre les systèmes d'information. C'est pour cela que on a aperçu que voilà, donc on a besoin de créer un langage qui ressemble plus à HTML. Si vous voulez, on va revenir en arrière. Donc on va dire HTML, il a quelque chose de bien, c'est-à-dire le fait de séparer les données, la structure des données et la mise en forme. Eh bien, avec XML, on va faire la même chose. Donc on va séparer les données, on va séparer la structure des données et on va séparer la mise en forme.
C'est-à-dire, on va séparer les trois composantes. Mais en même temps, on va essayer d'éviter la complexité qui existait dans HTML et on va utiliser la simplicité dans HTML. C'est-à-dire, si vous voulez, l'origine de XML, en quelque sorte, c'est quoi? C'est HTML d'un côté, c'est-à-dire un retour sur le concept, la séparation des données et de la mise en forme. Et on va hériter quelques concepts de HTML, c'est-à-dire la simplicité de HTML tel que vous le connaissez. Donc voilà, c'est à peu près, on va dire, l'histoire, c'est l'origine. Alors maintenant, réellement, si vous voulez, XML qui est une technologie qui est principalement utilisée pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information des entreprises. Alors, je vais essayer de vous flasher beaucoup de choses. Il faut savoir que généralement, par exemple, j'ai une entreprise, je sais pas, j'ai une entreprise E1 et j'ai une entreprise E2. C'est deux systèmes d'information différents. Ben, il se trouve que chaque entreprise peut utiliser des langages et des technologies qui sont différentes. Parce que donc ça, forcément, toutes les entreprises n'utilisent pas les mêmes technologies. Et il y a quelque chose de très important on va dire, dans un système d'information. C'est ce que j'appelle la source de vérité. La source de vérité, c'est-à-dire c'est les systèmes de gestion de base de données. C'est-à-dire toutes les données manipulées généralement par l'entreprise, on a besoin de les stocker dans ce qu'on appelle des systèmes de gestion de base de données. Alors, il se trouve que ça, c'est quelque chose de très important, c'est que chaque entreprise utilise des systèmes de gestion de base de données différents. Par exemple, j'ai une entreprise qui utilise Oracle, par exemple, qui est un système de gestion de base de données. Et puis, il y a une autre entreprise qui va préférer travailler avec MySQL comme système de gestion de base de données. PostgreSQL, SQL Server. Donc, il existe plusieurs systèmes de gestion de base de données. Mais, en fait, dans les systèmes de gestion de base de données, donc je dois juste dire des choses parce que c'est vrai, ce n'est pas l'objectif du cours, mais c'est important pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est quoi, en fait, on va dire, une base de données? Une base de données, c'est tout simplement c'est un ensemble de fichiers, des fichiers dans lesquels on stocke des données qui sont structurées. Alors, parmi les systèmes de gestion de base de données les plus populaires, les systèmes de gestion de base de données les plus populaires et les plus utilisés par les entreprises, c'est ce qu'on appelle les systèmes de gestion de base de données relationnels. Bon, ça, je suppose que vous les connaissez, SGBD, avec un R. Relationnel, relationnel. Alors, en fait, c'est quoi la particularité d'un système de gestion de base de données relationnelles? C'est que dans un système de gestion de base de données relationnelles, les données sont stockées dans ce qu'on appelle des tables. Alors, j'ai par exemple la table qui permet de stocker les clients. Chaque client est défini par un ensemble de champs, c'est ce que vous connaissez par les colonnes. J'ai le nom du client, j'ai son prénom, etc. Et puis, dans la base de données, je vais stocker par exemple les factures. Alors, chaque facture que je crée, il doit être stocké dans une table. Chaque facture, il a par exemple le numéro de facture, la date facture par exemple, etc. Le montant, etc. Le montant. Alors, j'ai un client numéro 1 avec un nom égal à A. J'ai un client numéro 2 avec le nom égal à B. Et j'ai une facture numéro 111 avec une date quelconque, avec un montant 5000 par exemple. Mais puis, en fait, j'ai besoin d'une relation entre ces tables. C'est-à-dire, il faut indiquer quelque part que cette facture-là appartient à quel client. Ça, vous savez. Alors, pour dire que cette facture appartient à un client, eh bien, dans cette table facture, je dois spécifier la colonne ID du client. L'ID du client, par exemple, ici, c'est 1. Alors, que signifie ça? Ça veut dire tout simplement cette facture appartient
au client numéro 1. Alors, si vous dites ça appartient au client numéro 1, c'est que vous êtes en train d'élaborer une relation entre cette ligne et cette ligne que vous avez ici. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'en fait, on l'appelle un système de gestion de base de données relationnelle. Ici, quoi, un système de gestion de base de données relationnelle, c'est un système qui permet de stocker les données dans des tables. Et les tables sont liées par des relations. Et ces relations-là, à travers ce qu'on appelle les clés primaires et les clés étrangères. Alors, cette notion de clé primaire, clé étrangère, l'après-midi, pour les gens qui ne le connaissent pas, bon, l'après-midi, il y a M. Bouslaham qui va vous faire quelques rappels sur ça. Par exemple, en fait, chaque client, on a besoin de l'identifier par un numéro unique, qui l'identifie de manière unique. Par exemple, le ID, le numéro du client, ou bien le ID du client, ça représente la clé primaire. Le numéro de la facture, ça représente la clé primaire. Je ne peux pas avoir plusieurs factures qui ont le même numéro et je ne peux pas avoir plusieurs clients qui ont le même ID. Donc, c'est pour cela qu'on va dire le numéro de facture, le ID du client, ça représente ce qu'on appelle les clés primaires. Ça, c'est très important parce qu'on va, dans une table, on a toujours besoin d'une colonne qui représente la clé primaire. Et puis, vous avez ici, par exemple, dans facture, vous avez une facture appartient à un client. Et bien, tout simplement, dans la facture, vous voyez ici, il dit client. Alors, la colonne ID client, c'est une colonne qui va créer une relation avec une autre table. Ben, cette colonne, si vous voulez, ID client dans la table facture, c'est ce qu'on appelle une clé étrangère. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas ça l'objectif du cours. Donc, vous voyez, donc, juste pour dire pour vous donner une définition, c'est quoi un système de gestion de base de données relationnelle? Un système de gestion de base de données relationnelle, c'est un système de gestion de base de données qui permet de stocker les données sous forme de tables, et ces tables sont liées par des relations à travers la notion de clé primaire, clé étrangère. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, ce qui fait que quasiment la majorité des systèmes d'information vont utiliser les SGBD relationnels pour stocker les données. Alors maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est que j'ai une entreprise, par exemple, qui utilise la technologie Java, par exemple, et j'ai une autre entreprise qui utilise Python comme langage. Et chaque entreprise a son propre système d'information. Il se trouve qu'à un moment donné, c'est l'application de cette entreprise, il a besoin de récupérer quelques données à partir, si vous voulez, du système d'information d'une autre entreprise. Cette application, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on envoie ce qu'on appelle une requête HTTP. C'est un protocole qui est très important que vous allez étudier vers l'autre application. Et généralement, du côté cette application, on va créer ce qu'on appelle un web service. En fait, un web service, c'est juste, on va dire, un objet qui contient des méthodes. Et ce web service-là, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on envoie une requête HTTP, ce web service va être appelé pour faire quelque chose, pour faire un traitement. Et généralement, ce web service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vers la base de données. OK? Il va récupérer un ensemble de données. Alors, supposons ici, j'ai des produits, par exemple. Donc, le web service, il va vers la base de données, il va récupérer la liste des produits. Supposons que j'ai ici 2 produits. L'application, il va vers la base, il récupère des produits. Mais ces produits-là, je vais les envoyer à une autre application. C'est-à-dire dans une réponse HTTP. Je vais envoyer ces données. Mais ces données-là, je vais les envoyer en quel format? Je ne peux pas les envoyer au format n'importe lequel. Je vais utiliser un format standard. C'est-à-dire un format qui est capable d'être compris par tous les langages, tous les systèmes d'une manière générale. Et il se trouve que XML, dans les années 2000, XML, c'était la révélation. Donc, ces données-là, tout simplement, ce web service, si vous voulez, il va récupérer ces données et puis il va les formater, il va les convertir dans un format qui est le format XML. Alors, ce que vous voyez là, c'est du XML. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais vous définir tout à l'heure. Alors, par exemple, ici, j'ai deux produits. Alors, si j'ai 2 produits, ça veut dire que ici, donc, vous voyez dans ce XML, je vois produit au pluriel. Je vois ici une balise produit.
j'ai le ID du produit, j'ai name, price, j'ai slash produit, donc ça c'est le premier produit, et ça c'est le deuxième produit, avec son ID, son nom et son prix, et à la fin je fais slash product. Donc ça c'est quelque chose que je vais vous détailler tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est que XML c'est du texte qui a une structure qu'il faut respecter. On va revenir tout à l'heure sur les bases, les règles de base de construction d'un document XML. Et puis ces données-là, ils arrivent vers l'autre application. L'autre application, il va prendre ces données, il va les comprendre, il va les traiter, et peut-être il va les envoyer vers son propre système de gestion de base de données. Donc vous voyez donc ici, XML, il est utilisé. Comment il est utilisé? Il est utilisé, c'est pour transporter une partie des données d'un système d'information vers un autre système d'information. Donc l'idée principale, c'est ça. Donc, une première chose qu'il faut savoir, c'est que XML, il est utilisé pour échanger les données entre les systèmes d'information. Mais XML également, il va être utilisé comme format de fichier pour configurer les applications. Vous savez très bien que dans la majorité des cas, quand vous installez des logiciels, les applications ont besoin d'être configurées. Ils ont besoin de ce qu'on appelle un fichier de configuration. Et souvent, les fichiers de configuration, ça peut être des fichiers texte, mais dans la majorité des cas, ça va être des fichiers qui sont au format XML. Donc, le format XML, c'est-à-dire les fichiers XML, ils sont également utilisés, c'est pour configurer les applications et non pas pour échanger les données entre les systèmes d'information. C'est-à-dire c'est un format qui va être également exploité, c'est pour configurer les applications parce qu'il a beaucoup d'avantages. Au lieu d'utiliser les fichiers texte classiques que vous connaissez. Donc, les fichiers texte, les fichiers XML qui sont utilisés pour configurer les applications, généralement, c'est des fichiers qui sont créés manuellement. C'est ce qu'on appelle des documents XML statiques. Statique, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui va saisir ces données. Mais par contre, les documents XML qui sont utilisés pour échanger les données entre les systèmes d'information, c'est des documents XML qui ne sont pas saisis manuellement, mais par contre, c'est une application qui va généralement faire des traitements. Il va vers des bases de données, il récupère des données, et puis c'est l'application qui va générer ces données au format XML. Et dans ce cas-là, on peut dire c'est des documents XML dynamiques. Vous voyez, documents XML statiques, c'est quelque chose que je crée manuellement. Généralement, c'est pour configurer les applications. Et les documents XML dynamiques, c'est des documents qui sont générés de manière dynamique par les applications à travers des données récupérées, souvent à partir des bases de données relationnelles ou autre chose. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, ça c'est juste un premier flash pour savoir que XML, il a été créé pour ça. Et bien sûr, pour échanger les données entre les systèmes d'information, nous aurons besoin généralement d'utiliser pas mal de concepts. Mais vous le savez très bien, en fait, XML, il a une particularité. XML, avec le temps, c'est-à-dire avec le temps, on a constaté quand même que XML, la particularité de XML, c'est un langage qui est, on va dire, verbeux. Ça veut dire, il est bavard. Bavard, ça veut dire quoi? Bavard, ça veut dire, vous savez, quelqu'un qui est bavard, ça veut dire c'est quelqu'un qui parle beaucoup pour dire peu de choses. N'est-ce pas? XML, c'est ça. C'est-à-dire, pour vous transmettre des informations, regardez, il y a beaucoup de balises. Produit, ID, name, price, produit. Donc, c'est-à-dire, XML, ça prend beaucoup d'espace, ça prend beaucoup de volume. Ça marche, il est très pratique dans des situations parce qu'on va voir quels sont les avantages. Mais sa particularité, c'est qu'il est volumineux, c'est-à-dire ça prend beaucoup d'espace. Déjà, c'est un peu lourd quand il s'agit de transporter une grande quantité d'informations. Mais en même temps, quand il arrive vers une application, on a besoin de le charger en mémoire. Et pour le charger en mémoire, ça prend également du temps, c'est-à-dire c'est un peu lourd. Si vous voyez qu'il n'y a pas vous cherchez, je pense qu'il y a des places, allez-y. Sinon, on va chercher. Donc, c'est pour cela que, bien sûr, vous allez voir que par la suite,
C'est pour cela que vous allez voir que par la suite, il y a d'autres formats d'échange de données qui sont parfois utilisés, qui sont très populaires. Notamment, il y a un format qu'on appelle le format JSON. Le format, c'est maintenant, c'est très populaire. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser XML avec ce format-là, ben, je vais utiliser le format JSON avec ce format. Vous voyez donc la différence déjà entre XML et JSON, vous pouvez la voir. Ici, par exemple, je mets des crochets, ça veut dire que c'est un tableau. Et chaque objet, chaque produit, je vais le mettre entre les doubles accolades. C'est ce qu'on appelle un objet JSON. Et vous voyez donc, ce produit-là, il a son ID égal à 1, 2.1. Name, son nom c'est PC. Le prix, 2 points. C'est-à-dire, vous trouverez champ, 2 points, valeur, virgule, champ, 2 points, valeur, virgule. Ça, c'est le format JSON. Donc, ça, c'est le premier objet, virgule, le deuxième produit, etc. Et vous pouvez constater déjà que si je vous transmets ce message M1, ou bien je vous transmets ce message M2, eh bien je vous transmets la même information. On est bien d'accord, c'est la même chose. C'est-à-dire pour vous, quand vous récupérez cette information, c'est 2 produits. C'est la description de 2 produits. Sauf que XML, ça va peser en mémoire 279 octets. Alors chaque caractère, c'est un octet, parce que c'est du texte. Alors qu'au format JSON, ça va prendre 90 octets. Donc, vous voyez clairement que le format JSON, il est moins verbeux, ça pèse moins en mémoire que XML. Ça explique que la majorité des web services, on va voir, parce qu'il y a des web services qui vont manipuler de XML, mais il y a d'autres web services qui vont préférer le format JSON. Et vous allez voir, il y a d'autres web services qui vont utiliser un format qui s'appelle Protocol Buffer. Mais aujourd'hui, je ne vais pas en parler, on va le traiter après. Donc, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à ça. On ne va pas parler de JSON, on va parler de la technologie XML, on va voir qu'est-ce qui est derrière. Après, on va voir les web services qui manipulent XML. Et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses pour la suite des cours que nous allons faire. Alors maintenant, si vous voulez, quelques définitions, si vous voulez, quelques éléments. D'abord, XML, c'est un langage d'échange de données entre les systèmes d'information. Ça, c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire également que les données d'un document XML sont organisées de manière hiérarchique. Regardez, un document XML, c'est un arbre. Donc, si je veux représenter ce document XML, en principe, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un nœud produit pluriel qui contient quoi? Plusieurs produits. J'ai un premier produit et j'ai un deuxième produit. Alors, ici, après le produit lui-même, il peut contenir d'autres éléments, etc. Donc, XML, il stocke les données de manière hiérarchique. Alors, vous savez, dans les bases de données, il y a le modèle relationnel, vous le connaissez, c'est-à-dire les données sont stockées dans des tables et les tables sont liées par des relations. Et il y a ce qu'on appelle le modèle hiérarchique. Le modèle hiérarchique, c'est-à-dire c'est un modèle dans lequel les données sont organisées sous forme d'un arbre. Eh bien, XML, il utilise le modèle hiérarchique. Vous pouvez dire que XML, c'est une base de données hiérarchique. OK? Donc, le terme hiérarchique, c'est-à-dire c'est un arbre. Alors, les données d'un document XML peuvent provenir des bases de données relationnelles, des sources de données. Dans ce cas-là, c'est des documents XML dynamiques qui sont générés par les applications. Et également, les fichiers XML peuvent être utilisés comme fichiers de configuration des applications. C'est ce que je dirais, c'est des documents XML statiques, c'est-à-dire qui sont créés manuellement. Alors maintenant, un fichier XML, vous le connaissez, c'est un document texte qui contient les données sous format hiérarchique. Alors maintenant, si vous voulez exploiter les données d'un fichier XML, si vous voulez lire, c'est-à-dire ou bien chercher dans les données XML des informations pour les prises de décision, eh bien vous avez besoin d'utiliser ce qu'on appelle un parseur XML. Le terme parseur XML, c'est un petit programme. Le parseur XML, c'est un petit programme
C'est une petite application, c'est-à-dire ça pèse pas beaucoup en mémoire. Son rôle, c'est quoi? C'est lire et manipuler les données d'un document XML. Alors, les parseurs XML, vous allez les retrouver partout, c'est-à-dire dans tous les langages, dans votre smartphone, dans même dans des cartes à puce, c'est-à-dire n'importe quelle application, pour qu'il puisse exploiter, chercher dans un document XML, il a besoin d'utiliser ce qu'on appelle un parseur XML. Alors, si vous voulez, pour vous donner une idée claire, et ça c'est très intéressant, pour faire ce qu'on appelle une similitude, une comparaison entre le modèle relationnel que vous connaissez et le modèle XML qu'on est en train de découvrir. Alors, regardez ici. Alors, ça, c'est le modèle relationnel, ici. Alors, dans le modèle relationnel, c'est quoi une base de données relationnelle? Une base de données relationnelle, je répète, c'est un fichier, ou bien c'est un ensemble de fichiers qui permettent de stocker les données, des données structurées, dans des tables, et les tables sont liées par des relations à travers clé primaire, clé étrangère. Donc, vous voyez, donc, une base de données, c'est des fichiers qui stockent les données avec un format bien déterminé. Alors, maintenant, c'est quoi, si vous voulez, l'équivalent dans le cas de XML, si vous voulez, vous pouvez dire également, c'est quoi un document XML? C'est une base de données, parce que c'est un fichier qui contient des données structurées, sauf que la différence, c'est que là, il utilise quel modèle? Relationnel, et ça, c'est quel modèle? Hiérarchique. Donc, en termes de concept, base de données relationnelle, et là, c'est base de données hiérarchique. Très bien. Alors, maintenant, c'est quoi un système de gestion de base de données relationnelle? Un système de gestion de base de données relationnelle, c'est un programme, c'est une application qui permet de gérer les données d'une base de données relationnelle. Alors, quand vous entendez parler de gérer, il y a encore des places? Non? Presque? Alors, si vous avez du mal à trouver des places, vous pouvez chercher des chaises. Voilà, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, c'est quoi une base de données plutôt gérée? Alors, gérer les données, ça veut dire quoi gérer les données? Alors, gérer les données, vous savez, dans la gestion des données, ça veut dire d'abord si vous voulez, je vais utiliser deux termes, gérer et sécuriser. Gérer et sécuriser les données d'une base de données relationnelle. Alors, pour gérer les données, généralement, gérer les données, insérer une nouvelle donnée. Alors, ça, c'est ce que vous allez apprendre avec le langage SQL. Il y a une instruction qui s'appelle insert. C'est insérer de nouvelles données quelque part dans une table, etc. Mettre à jour. Il y a une instruction qui s'appelle update, c'est-à-dire je veux mettre à jour le nom d'un client, son adresse mail, etc. Donc le SGBD, il sait très bien là où il va mettre à jour. Il y a également delete. Alors delete, ça veut dire aller vers une table, supprimer une ligne ou un ensemble de lignes. Et puis surtout sélectionner, lire. Il y a une instruction qui est select. Donc, un SGBD, si vous lui demandez, je voudrais tous les clients qui se trouvent dans une ville et qui ont commandé qui ont effectué moins de 5 commandes entre l'année 2021 et 2022. Vous voyez tout ça, c'est une question qu'on va poser au système de gestion de base de données relationnelle. Ben lui, le SGBD, il va rapidement aller vers les bonnes tables, il va chercher ces informations, il vous dit, voilà ce que vous voulez. Et tout ça pour demander à un système de gestion de base de données relationnelle de faire ces opérations, eh ben, une application que vous allez développer, parce que vous allez commencer à développer des applications. Alors, dans votre application, si vous avez besoin, par exemple, de chercher les clients dans une ville donnée, eh bien, tout simplement, votre application, il va
interroger, il va poser des questions au système de gestion de base de données relationnelles. Il doit lui poser une question. Et pour poser une question, pour interroger le système de gestion de base de données relationnelles, eh ben, on utilise un langage qui s'appelle SQL. Donc le langage SQL, c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître. C'est extrêmement important pour manipuler les données. Donc SQL, vous voyez donc les instructions que vous voyez là, il contient un ensemble d'instructions. Insert, c'est pour insérer. Update, c'est pour mettre à jour. Delete, select. Ça, c'est le langage. Tout simplement, ça, c'est des instructions du langage SQL. Donc, forcément, vous voyez donc le système de gestion de base, il permet de gérer les données. C'est-à-dire, dans la gestion des données, il y a la manipulation des données. Mais il y a également le contrôle, c'est-à-dire la sécurisation des données. C'est très important. Parce que les données sont sensibles, c'est la source de vérité, il faut les protéger. C'est-à-dire, pas n'importe qui peut accéder à n'importe quelle information. Quand on crée des tables, on va donner les rôles. Cette information, donc pour y accéder, il faut avoir un username, un mot de passe, c'est-à-dire le SGBD se doit de contrôler ou bien de sécuriser les données d'un système de gestion de base de données relationnel. Alors, donc ici vous avez... Ça, c'est le modèle relationnel. Alors, toutes les applications peut-être que vous avez déjà développées auparavant, ça se passe comme ça. Alors, je peux développer une application avec PHP, ou bien avec Java, ou bien avec n'importe quel langage, avec Python. N'importe quel langage que vous écrivez, c'est qu'à un moment donné, si vous avez besoin d'accéder à une base de données relationnelle, eh bien, vous avez besoin tout simplement de savoir comment envoyer une requête SQL. Une requête SQL, c'est tout simplement une chaîne de caractères que vous allez envoyer vers le SGBD. Le SGBD, lui, c'est un moteur. Il va vers les données, il va vous donner les résultats et c'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est quelque chose classique donc, que vous connaissez très bien. Alors maintenant, on regarde un peu côté XML, c'est ce qui nous intéresse. Alors déjà, vous voyez, fichier XML, c'est l'équivalent, c'est quoi? C'est base de données. Et le parseur XML, c'est quel équivalent? C'est le SGBDR. Donc un parseur XML, c'est une application qui permet de gérer les données d'un document XML. Sauf que c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'un SGBD, c'est une grande application, c'est lourd. Oracle, quand vous installez Oracle, c'est quelque chose de très lourd. Alors qu'un parseur XML, c'est quelques kilo-octets. C'est-à-dire c'est une petite application qu'on peut retrouver dans une carte à puce. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une carte à puce, c'est un ordinateur. On peut la trouver dans un smartphone, etc. C'est-à-dire n'importe quelle application, dans n'importe quel type de device, vous pouvez utiliser des parseurs XML. Donc, maintenant, pour qu'une application puisse gérer les données d'un fichier XML, eh ben, on a besoin d'utiliser un langage qui s'appelle XPath. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons apprendre. XPath, c'est quoi? C'est l'équivalent de quoi? De SQL. Sauf que SQL, il est utilisé dans le modèle relationnel. XPath, il est utilisé dans le modèle hiérarchique. Parce que le modèle hiérarchique, il faut parcourir l'arbre avec des nœuds, le nœud fils, les antécédents, les précédents, etc. Donc c'est un modèle différent. Donc c'est à peu près ça. Donc vous voyez donc, XML, c'est une base de données, sauf que XML, la quantité de données qu'on trouve dans des fichiers XML ne sont pas très importantes. On ne va pas utiliser XML pour remplacer les bases de données relationnelles. Ça, c'est erreur. Non. Eh bien, XML, c'est une base de données qui va être utilisée pour transporter une quantité de données d'un système d'information vers un autre. C'est-à-dire, c'est pour échanger les données entre les systèmes d'information. Alors maintenant, vous savez d'où proviennent les données d'un document XML. Souvent, également, parfois, ça provient des bases de données, etc. Est-ce que vous avez compris le principe? C'est clair? Parfait. Alors, maintenant, je vais rentrer maintenant dans les petits détails de XML. Alors d'abord, si vous voulez voir un document XML, si vous voulez créer un document XML, d'abord un document XML, c'est un fichier texte.
Alors, c'est un fichier de texte qui commence par cette ligne, toujours. C'est ce qu'on appelle le prologue. Bah, on va trouver d'or un document XML, ça commence toujours par cette point d'interrogation XML. On spécifie la version, c'est 1.0. C'est 1.0 depuis que ça a été créé jusqu'à maintenant, c'est 1.0. Bon. C'est-à-dire que les règles de base de XML, ils n'ont jamais changé. C'est quelques règles qui ont été créées dès le départ et ça reste. Mais après, il y a en fait un attribut encoding dans lequel vous allez spécifier ce qu'on appelle le type de codage des caractères. Parce que dans un document XML, je peux stocker du texte en arabe, chinois, en grec, ou dans des langues. Donc, ce qui fait forcément, ça dépend. Si vous voulez, par exemple, avoir un document XML avec des accents, avec des apostrophes, etc. et tout ça, donc forcément, vous allez utiliser UTF-8, mais si vous voulez stocker les données, par exemple, en caractère en arabe, donc vous utilisez Unicode. Donc, ça dépend en fait de la nature des données que vous manipulez. Alors, ça, on va l'admettre. Donc, les gens qui ont créé XML, eh ben, ils ont dit que comment la ligne d'après-vous, il est nécessaire dans le document XML. Parce qu'une application, un parseur XML, quand il va lire un fichier, généralement, il a toujours besoin d'un indicateur qui lui indique qu'il s'agit d'un fichier XML. C'est ça. Et après, il a besoin d'une indication qui va lui dire les données qui sont stockées, ils sont avec quel codage. Donc, c'est le parseur XML qui a besoin de ça. Ce n'est pas les êtres humains. Parce qu'un être humain, quand vous regardez un document XML comme ça, vous dites, mais à quoi ça sert ce livre? Ça ne sert à rien. Alors, après, eh bien, un document XML, si vous voulez, doit toujours avoir une racine. Donc, il commence toujours par une balise. Mais cette balise-là, c'est à vous de définir votre propre balise en fonction du cas. Par exemple, je voudrais maintenant créer un document XML qui représente une bibliothèque dans laquelle je vais indiquer plusieurs étudiants. Vous avez ici un plus, c'est-à-dire plusieurs étudiants. Et chaque étudiant est défini par des attributs. Il y a le code, le nom, le prénom, l'âge. Et un étudiant peut emprunter plusieurs livres. Chaque livre est défini par son ID, le titre, la date d'emprunt, etc., le rendu, etc. Donc ça, c'est une structure. Vous voyez donc ici, ça, c'est la structure de mon document XML. Alors, maintenant, pour représenter ça en XML, donc je dois choisir une balise pour cet élément racine. Il y a toujours un élément racine ici, donc j'ai choisi biblio. À l'intérieur de biblio, je vais créer un élément étudiant. Donc vous voyez donc étudiant. Et chaque élément est défini par un ensemble d'attributs. Chaque attribut, donc, vous voyez par exemple, il y a l'attribut code égale, la valeur, c'est 1, le nom égale à A, prénom égale à B, l'âge égale 23. Donc ça, c'est le premier étudiant. Donc ça, c'est ses attributs. J'ai un deuxième, mais vous voyez donc, je suis dans étudiant, mais un étudiant peut avoir plusieurs livres. C'est-à-dire, à l'intérieur de étudiant, j'ai des livres. Donc j'ai le premier livre. Chaque livre est défini par son ID, le titre, la date d'emprunt, rendu, oui ou là non. Mais après, j'ai besoin maintenant de fermer les balises. Comme dans HTML, par exemple, ici j'ai ouvert la balise livre, donc je dois écrire / livre. Donc il faut fermer les balises parce qu'après, on va voir, c'est une condition. Alors, sauf que si vous fermez / livre, entre livre et / livre, il n'y a rien ici. Entre la balise livre et / livre, il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle un empty element, c'est-à-dire c'est un élément qui est vide. Et quand vous avez un élément vide, donc on n'a pas besoin de mettre / livre comme ça. Il suffit d'ajouter ici un /. Vous voyez un / juste avant le supérieur. Donc le / que vous voyez là juste avant le supérieur, ça veut dire que vous avez fermé un élément. C'est ce qu'on appelle un élément empty, vide. Et j'ai un autre livre, de la même manière. Maintenant, j'ai ici, j'ai deux livres. Vous voyez donc ici, j'ai biblio, qui contient
étudiant, et l'étudiant, il a 2 livres. Maintenant, je dois fermer étudiant. Donc, pour fermer étudiant, je dois mettre / étudiant. Donc, je ferme la balise. Et je passe à un autre étudiant, celui-là. Étudiant, et elle a son code, le nom, le prénom, l'âge. Et je vois également les livres. Ici, donc, vous avez un livre / étudiant. Et à la fin, on va fermer quelle balise? Biblio. C'est-à-dire, ici, vous voyez / biblio. Eh bien, c'est ça un document XML, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, les gens qui ont créé XML, ils ont dit, on va structurer les données sous forme de balises. Mais sauf que ces balises-là, c'est le concepteur qui va les choisir. C'est pas comme dans HTML, vous avez des balises prédéfinies, n'est-ce pas? Mais dans XML, c'est des balises qui sont créées par l'utilisateur. C'est celui qui va créer le document XML qui va choisir les balises. Alors, c'est pour cela que vous avez ce X. Je vois X. Extensible. Extensible, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les balises, c'est les utilisateurs qui doivent définir leur propre balise. Alors, qu'on voit ici, étudiant, livre, etc., etc. Alors, donc ça vous donne une idée déjà, c'est quoi un document XML? Alors maintenant, il faut savoir que pour qu'un document XML, doit être bien formé. Et pour qu'un document XML soit bien formé, il doit respecter 4 règles. Donc, vous voyez, donc, on a besoin de retenir 4 règles de base. Alors, la première règle, c'est quoi? C'est que d'abord, un document XML doit posséder une racine. Ça, c'est la racine, root. Je ne peux pas dire que ça, c'est un document XML qui n'a pas de racine. C'est-à-dire la première règle. Un document XML doit avoir une racine. La deuxième règle, c'est que tous les éléments doivent être fermés. Quand vous ouvrez la balise étudiant, il faut trouver / étudiant. Ici, livre / livre. Vous voyez ici donc livre. Ici donc quand vous avez un élément empty, quand vous mettez un /, c'est comme si vous mettez / balise de fermeture. Donc, la première règle, on doit avoir un élément racine. La deuxième règle, c'est que toutes les balises doivent être fermées. La troisième règle, c'est que les attributs, en fait, un élément peut être qualifié par des attributs. Le code, c'est un attribut. Prénom, âge. La valeur des attributs entre double quotes. Vous voyez, ici, il y a des double quotes. Chaque valeur, il faut la mettre entre double quotes. Ça, c'est une règle. C'est-à-dire, même s'il s'agit d'une date, double quote. S'il s'agit d'un nombre, c'est double quote. C'est-à-dire la valeur des attributs entre double quotes. Alors, vous savez, dans HTML, vous pouvez mettre des attributs avec des valeurs, même si vous ne mettez pas les double quotes, il accepte, n'est-ce pas? XML, non, c'est obligatoirement, il faut les indiquer. La quatrième règle, il faut respecter l'imbrication, ce qui est logique. Ça veut dire quoi, l'imbrication? L'imbrication, ça veut dire que, par exemple, si étudiant a été créé à l'intérieur de Biblio, il est évident qu'il faudrait fermer étudiant avant de fermer Biblio. Parce que si vous mettez /biblio et après /étudiant, si vous n'avez pas respecté l'imbrication. Si vous avez livre à l'intérieur de étudiant, il est évident qu'il faut fermer d'abord livre avant de fermer étudiant. Alors, je répète, 4 règles. Bon, on va les retrouver dans un slide juste à côté. Un document XML bien formé doit avoir une racine. Deuxième règle, toutes les balises doivent être fermées. La troisième règle, la valeur des attributs entre double quotes. Et la quatrième règle, c'est qu'il faut respecter l'imbrication. C'est aussi simple que ça. Si vous avez un document XML qui ne respecte pas ça, le parseur XML, quand vous allez le lire, il ne va pas le lire. OK? Alors, vous savez, il y a HTML. OK? Il y a HTML. Il y a également ce qu'on appelle le XHTML. Parce qu'il y en a beaucoup qui me posent cette question, c'est quoi la différence entre HTML et le XHTML? On parle beaucoup de XHTML. Eh bien, XHTML, c'est quoi? C'est HTML dans lequel on respecte les 4 règles de XML. Si vous avez un document HTML dans lequel vous respectez ces règles,
Eh bien, c'est un document XML. Parce que HTML, c'est un cas particulier de XML, n'est-ce pas? Si vous regardez une page HTML, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, la racine, c'est quoi? C'est la balise HTML. Il contient un élément qui s'appelle header, head. Dans head, vous avez un élément title. Vous mettez ici, après, vous mettez slash title, slash head. Et après, vous trouvez le corps de la page HTML, c'est body. Et dans body, vous trouverez des tableaux, etc. À la fin, vous mettez slash body. Et après, vous mettez slash HTML. Vous voyez, ça c'est un document HTML, c'est un document également XML. Mais sauf que dans HTML, on n'est pas obligé, si vous oubliez par exemple de fermer une balise, vous utilisez la balise BR. Vous savez, en HTML, la balise BR, c'est quoi? C'est retour à la ligne. Alors si vous ne mettez pas slash BR, il accepte, n'est-ce pas? Mais si vous travaillez en XHTML, il faut mettre le slash ici. C'est-à-dire, il faut respecter les règles de XML. Donc ça, c'est juste entre parenthèses, si jamais on vous pose la question, c'est quoi la différence entre HTML et XHTML? C'est tout simplement XHTML, c'est du HTML, mais dans lequel on respecte les 4 règles de XML. Très bien. Donc on avance peu à peu. Alors maintenant, un document XML, comme je l'ai dit au départ, se compose de 3 fichiers. Alors, il y a un fichier qui contient les données. C'est ce que vous voyez ici. Le fichier qui contient les données, c'est ça, vous trouverez par exemple biblio.xml. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier-là? Il n'y a que les données. Mais dans le document XML, je ne vais pas trouver. Est-ce que je vais l'afficher au format table ou je vais faire les couleurs, etc. Dans le document XML, on stocke que les données. Que les données. Donc ça, c'est le premier fichier. Ben, le deuxième fichier, c'est un fichier dans lequel on déclare la structure des données. Alors, la structure des données, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça. C'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire, avant de créer ce document XML, je vais d'abord déclarer sa structure. Je dois d'abord dire quelque part dans un fichier, le document XML a une racine qui s'appelle biblio. L'élément biblio contient plusieurs étudiants. Et chaque étudiant est défini par un code, par un nom, par le prénom, par l'âge. Chaque étudiant contient plusieurs livres. Et chaque livre est défini par son ID, son titre, sa date et rendu. Donc, c'est le fichier dans lequel je dois déclarer ce fichier-là. Et pour déclarer la structure d'un document XML, alors il y a 2 façons de faire. Il y a ce qu'on appelle les DTD, Document Type Definition. Donc, c'est un premier cas qu'on va voir. DTD, c'est quelque chose qui avait été hérité de HTML. C'est-à-dire, à l'époque, HTML, c'est lui qui utilisait DTD. Donc, ce qui fait quand on a créé XML, et ils ont exploité un même langage, soi-disant, qui existait déjà dans HTML. Donc, on peut utiliser DTD ou bien ce qu'on appelle les schémas XML. Et ça, c'est très important. En fait, les schémas XML, c'est une autre façon de déclarer la structure des documents XML. Alors, tout ça, on va l'étudier, on va voir comment créer les DTD, comment créer les schémas. Et vous allez voir, c'est quoi la différence. Alors, DTD, c'est quelque chose de simple, mais il y a des limites. Il y a beaucoup de limites dont on va parler. Mais après, XML a créé les schémas XML, c'est pour un peu donner plus de possibilités. Par exemple, avec les schémas XML, je peux dire par exemple que la date, c'est une date. C'est une vraie date. C'est-à-dire, si vraiment vous mettez quelque chose, une date qui n'est pas une vraie date, il ne va pas accepter. Par exemple, vous pouvez dire que l'adresse email doit avoir un format particulier, etc. Dans le schéma XML, on peut exiger, c'est-à-dire des contraintes sur les champs, ce qui va donner quelque chose de plus intéressant. Et généralement, un document XML qui possède une DTD ou bien un schéma XML, c'est ce qu'on appelle un document XML valide. Un document XML valide.
Alors, on va parler de documents XML bien formés et un document XML valide. Quelle est la différence? Un document XML bien formé, c'est un document XML qui respecte les 4 règles. Par exemple, ce document-là, c'est un document XML bien formé. Mais est-ce qu'il a une structure? Est-ce qu'il a un fichier dans lequel j'ai déclaré sa structure? Non. Donc le parseur XML, il accepte, il n'y a pas de problème, il va le lire. Mais ce n'est pas un document XML valide. Et c'est quoi un document XML valide? Ben, c'est un document XML dont la structure est déclarée dans une DTD ou bien dans un schéma XML. Alors maintenant, réellement, XML, il ne faut pas oublier pourquoi il a été créé. Il a été créé, c'est pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information. Comme l'exemple. Les banques, par exemple. Vous savez, les banques, ils ont des systèmes d'information, ils sont obligés d'échanger des données. Il y a des transactions bancaires, il y a des virements, n'est-ce pas? C'est que les banques, ils ont besoin d'échanger des données. Et quand on échange des informations, eh bien, ces informations qu'on va échanger doivent respecter un format. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques doivent se mettre d'accord. Donc, on va se réunir. On va se mettre d'accord, on va dire, tiens, on va donc échanger nos virements en format XML. Par exemple. Mais après, on va se dire, ce format XML, eh bien, il faut qu'on définisse sa structure. Donc, eh bien, tout simplement, on va dessiner quelque chose, la structure dans notre document XML. Mais cette structure-là, il va falloir qu'on l'écrive sous forme soit d'une DTD ou bien d'un schéma XML. On va se réunir. C'est pour rédiger la structure des documents XML que nous allons échanger dans le futur. On va se réunir pour se mettre d'accord sur un format XML qu'on doit respecter tout le monde pour échanger les données entre les systèmes d'information. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire pour rédiger c'est-à-dire cette structure. Ben, on va utiliser les DTD ou bien les schémas XML. Eh bien, les DTD ou le schéma XML, c'est ce qu'on appelle un contrat d'échange de données. C'est un terme qui est très important. C'est un contrat d'échange de données. Pourquoi on l'appelle un contrat d'échange de données? On l'appelle un contrat d'échange de données. C'est parce que quand on va échanger les données entre nos applications, on est obligé de respecter le format. On est obligé de respecter les exigences qui sont définies dans ce contrat. Eh bien, dans tous les systèmes, quand on veut automatiser l'échange de données, soit avec XML, on va voir, soit avec JSON, soit avec protocole buffer, soit avec d'autres formats, eh bien, il y a toujours un contrat. Avec le contrat, c'est qui le rédige? C'est les gens qui créent le format. On peut, par exemple, ici, entre nous, à l'INSET, on peut se mettre d'accord aujourd'hui sur, par exemple, on va se mettre d'accord sur un format XML qu'on doit tout le monde respecter. Et à chaque fois, par exemple, pour m'envoyer les comptes rendus, par exemple, n'est-ce pas? Et bien, tout simplement, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur le format, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va rédiger une DTD ou bien un schéma XML. Donc, ça, c'est un élément important parce que quand on va parler du web service, généralement, pour consommer un web service, pour faire appel à un système d'information, ben, vous avez besoin de ce contrat. Si vous avez le schéma XML, ben, vous pouvez consommer un web service. Donc, c'est-à-dire ce contrat-là, c'est un fichier qui va indiquer à l'application qui va lire le document XML, et il s'attend à quoi? Quand il récupère les données, il sait très bien que les données qu'il reçoit, la racine c'est ça, et que cet élément doit contenir ça, etc. Donc c'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est clair? Donc il y a les données, il y a la structure des données. Et maintenant le troisième fichier, c'est la mise en forme. Alors la mise en forme, c'est-à-dire que finalement, à vrai dire, XML, il n'est pas fait si pour en fait afficher les données. XML, il est fait pour échanger les données entre les machines, n'est-ce pas?
Mais si vous voulez afficher les données d'un document XML au format HTML ou bien au format PDF ou bien dans un fichier Excel, parce qu'en fait les données d'un XML, à un moment donné, on va les afficher quelque part. Et bien tout simplement, nous aurons besoin de créer ce qu'on appelle des feuilles de style. Et nous allons voir qu'avec XML, il y a un langage qui s'appelle XSL, XML Style Sheet, qu'on utilise généralement, c'est pour transformer, pour récupérer des données XML et de les afficher au format HTML ou bien au format graphique, c'est ce qu'on appelle le format SVG, on va voir ce que c'est, ou encore en format Excel ou la PDF, etc. Donc vous voyez donc, ça c'est la particularité de XML, c'est la séparation de quoi? Des données, la structure des données et la mise en forme. Alors c'est exprès, je répète plusieurs fois, donc je sais que c'est toujours utile. C'est clair? Alors maintenant, on va parler des éléments syntaxiques. Et vous allez remarquer maintenant, tout ce que je vais dire, c'est presque ce que j'ai déjà dit. Je le répète. Alors d'abord, un document XML se compose de deux parties. La première partie, c'est quoi? C'est le prologue. Alors le prologue, qu'est-ce qu'il contient? Il contient d'abord cette ligne. La première ligne qui indique quelle version de XML, etc. N'est-ce pas? Il contient également une deuxième ligne. Le prologue contient également, et peut contenir cette ligne-là, dans laquelle on déclare la DTD. Parce qu'en fait, un document XML doit respecter une DTD ou bien un schéma XML. Si le document XML utilise une DTD, eh ben on utilise cette syntaxe, doctype. La racine, on déclare la racine du document XML, par exemple biblio. Système, c'est un mot-clé. Et la DTD se trouve dans un fichier qui s'appelle produit.dtd. Donc, c'est une ligne qu'on va trouver. Si c'est un schéma XML, c'est pas doctype, c'est autre chose. Donc, je vais vous le montrer. La troisième ligne du prologue, ça peut être, qui n'est pas obligatoire, c'est la feuille de style. Si vous voulez attacher une feuille de style à un document XML, ben, on utilise cette ligne-là, c'est XML Style Sheet. Vous allez voir, c'est rarement utilisé. On spécifie quel type de feuille de style, c'est text/XSL. Et la feuille de style se trouve dans un fichier qui s'appelle XSL. Si vous avez un document XML qui est attaché à une DTD et qui est attaché à une feuille de style, comme ça, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez ouvrir le fichier XML dans un navigateur web, un browser? Quand vous ouvrez le document XML dans un browser, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous ouvrez le document XML, eh bien le browser, il fait appel à quoi? Il fait appel au parseur XML. XML parser. Et en fait, le parseur XML, qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire la DTD. Il va lire la DTD pour comprendre d'abord quel est le format du fichier. Et ensuite, il va charger en mémoire le document XML. Et quand il va charger en mémoire le document XML, il va vérifier, n'est-ce pas? Il va vérifier si ce document XML, est-ce qu'elle respecte la DTD. Si le document XML ne respecte, si les données que trouvez dans XML ne respectent pas la DTD, il va vous afficher un message d'erreur. Il vous dit que ça, c'est pas un document XML valide. Parce que un document XML valide, c'est un document XML qui respecte les spécifications qui sont déclarées dans la DTD ou bien le schéma XML. Et ensuite, donc, vous voyez, donc, quand le parseur XML va lire le fichier, il va lire trois fichiers. Il va lire la DTD, il va lire les données, et puis il va lire quoi? La feuille de style. Et quand il va lire la feuille de style, qu'est-ce qu'il va faire? Et bien finalement, il ne va plus vous afficher ça, mais la feuille de style, qu'est-ce qu'il fait? La feuille de style, il ne fait que aller vers le fichier XML, il récupère les données, il les affiche au format, par exemple, HTML. On va voir comment faire ça. C'est-à-dire finalement, quand vous ouvrez ce fichier XML, qu'est-ce que vous allez voir finalement? Vous allez voir un document HTML. Mais finalement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la mise en forme. Mais en réalité, le document lui-même derrière, les données sont séparées, la structure c'est séparé, et la mise en forme c'est séparé. Mais si vous avez un document XML qui n'est pas attaché à une feuille de style, quand vous ouvrez un document XML, ben vous allez voir tout simplement le document XML avec ses données, avec l'arbre, etc. Donc c'est à peu près ça. Mais généralement, cette ligne-là,
euh, c'est très rare, parce que souvent, on va voir que souvent, c'est les applications qui vont attacher en fait, les feuilles de style à un document XML. C'est l'application qui va dire, ce document XML, je vais lui appliquer cette transformation, ce fichier XSL, au lieu de celui-là, etc. Donc, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, c'est créé comme ça. Donc, vous voyez, donc, le prologue peut contenir les 3 lignes que vous voyez là. La deuxième partie du document XML, c'est les données, c'est-à-dire l'instance, c'est-à-dire les balises et les données, tout ce que vous voulez. C'est clair? C'est parfait. Alors, vous savez, juste entre parenthèses, vous savez très bien que dans Word, les gens qui utilisent Word, je dis que les gens qui utilisent Word, mais tout le monde utilise Word. Vous savez que dans les documents Word, il y a les fichiers doc, comme ça, les anciens, et le fichier docx. Docx. Il y a XSL, XL, il y a XSLX, le format. Quelle est la différence entre doc et docx? Il y a une grande différence. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas du XML dans les documents de Microsoft. Mais depuis je pense, Office 1997, 2007 plutôt, 2007, donc on peut utiliser le format docx. Si vous prenez un fichier .docx, vous allez le prendre, le fichier là. Faites l'expérience après. Prenez le fichier docx et vous allez renommer. F, au lieu de docx, vous mettez .zip. De docx et vous le remplacez par .zip. Donc, et après, vous faites extraire, n'est-ce pas? Un fichier .zip, vous allez faire l'extraction. Et vous regardez le dossier. Qu'est-ce que vous allez trouver? Ben, vous allez trouver un fichier XML, vous allez trouver XSL, et vous allez trouver des schémas DTD, XSL. Donc, ça veut dire que finalement, ce que vous voyez Word, c'est quoi? C'est juste la transformation entre d'une feuille de style XSL d'un document XML. Ça veut dire que dans Word, quand vous manipulez un fichier docx, qu'est-ce qu'il fait Word? Il sépare les données et la mise en forme. Vous ne voyez pas ça parce que pour vous, c'est la même chose. Mais non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire de la digitalisation, une application qui va lire un docx, c'est facile d'exploiter les données d'un document Word que si vous utilisez un fichier .doc. Par exemple, un fichier .docx, je peux facilement, avec une application, savoir, par exemple, le nom de l'auteur qui a créé ça, et je peux savoir des informations sur les données. Alors, si vous voulez, ça c'est juste entre parenthèses. Faites ça. La même chose XL. Si vous regardez un document XSL, XLS, XL c'est XLS, c'est ça. XLS, prenez un fichier XLSX. Donc un document XL. Vous changez l'extension par .zip, vous faites extraire, vous regardez ce qu'il contient, vous allez trouver que des fichiers XML et des fichiers .xsl. Bon, ça vous donne une idée, mais ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est clair? Alors les terminologies. Je répète toujours, je suis toujours en train de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Les terminologies, balise. Donc, balise, vous savez, une balise, c'est quoi? Une balise, c'est un mot-clé qui est choisi par le concepteur. Par exemple, ici, formation, c'est une balise qui est compris entre inférieur et supérieur. C'est le terme balise. Attention, quand vous mettez inférieur, ne mettez pas d'espace. Et quand vous mettez supérieur, il ne faut pas précéder par espace. Donc, la notion de balise, c'est un mot-clé qui est délimité par inférieur et supérieur. C'est quoi un élément XML? Un élément XML, c'est un objet qui est délimité par la balise de début et la balise fin. Par exemple, ici, formation, c'est un élément XML. Vous voyez donc formation avec son contenu. Et un élément, qu'est-ce qu'il peut contenir? Il peut contenir soit du texte, comme il peut contenir des éléments fixes.
Parce qu'un élément peut contenir d'autres éléments. Si vous voulez, un élément, c'est un nœud dans l'arbre. C'est clair? Le troisième, c'est les attributs. Le troisième. C'est quoi un attribut? Alors, on sait qu'un élément peut être qualifié par plusieurs attributs. Par exemple, ici, code, c'est un attribut. Et le type, c'est un attribut. Hadas, si vous voulez, c'est on va dire le vocabulaire. Pardon, monsieur? Oui. La batterie de votre ordinateur est faible. Merci beaucoup. Vous voyez, donc, les gens qui sont à distance sont toujours vigilants. Merci beaucoup. Bon, on a encore 5 minutes et après on va prendre la pause. Mais juste avant la pause, je termine quand même les concepts de base. Donc, je répète encore, c'est quoi un document XML bien formé? C'est un document XML qui respecte 4 règles. La racine. Un document doit avoir une racine. Toutes les balises doivent être fermées. Les éléments contenant contenu doivent être imbriqués, respecter l'imbrication. La valeur des attributs entre double quotes. Alors, vous avez ici un exemple. Ici, à gauche, ce qui est à gauche, c'est un document XML qui est mal formé. Pourquoi d'après vous? Parce que le document n'a pas de racine. Vous voyez, formation/formation, durée/durée. Donc, ce n'est pas un document XML qui est bien formé. Pour qu'il soit bien formé, je dois avoir ici une balise formation et ça doit se terminer par /formation. L'exemple là, c'est un document XML mal formé. Pourquoi? Parce que l'élément durée n'est pas fermé. Donc, vous voyez ici, il faut mettre soit /durée, soit vous mettez ici un slash. Vous avez ici un exemple. Ça, c'est un document XML mal formé. Pourquoi? Parce que, regardez, on a violé une règle ici. L'imbrication, n'est-ce pas? C'est qu'ici, vous avez ouvert le module séquence et après, vous avez fermé /module et après /séquence. Normalement, c'est l'inverse. Il faut fermer d'abord séquence avant de fermer module. Et vous avez un autre exemple de document XML mal formé parce que tout simplement, la valeur des attributs entre double quotes. Voilà. Donc, ça, c'est les règles de base. Et juste après la pause, maintenant, nous allons voir c'est quoi une DTD. Et c'est quoi les schémas. Et on va utiliser un outil, un éditeur qui s'appelle Oxygène. Je sais qu'on a besoin de beaucoup d'oxygène, oxygéné. Et on va voir comment créer un document XML, comment créer une DTD et comment créer des feuilles de style XSL avec des démonstrations. Comme ça, vous aurez déjà une idée assez claire. Voilà, on va prendre une pause de 15-20 minutes. Et généralement, 20, ça devient 30 souvent. Voilà, à tout à l'heure.